et ailleurs dans le monde, ça secoue très fort, notamment entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a annoncé vendredi potentiellement 100% de tarifs douaniers supplémentaires sur les importations chinoises. Pourquoi? Parce que Xi Jinping vient de lui rappeler qu'il était le maître des terres rares. Le maître du monde. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas plus puissant en détenant les terres rares qu'en imposant des droits douaniers, Philippe Mutrici? Les quelques chiffres qui sont connus, la part d'emprise de la Chine sur le raffinage des terres rares, pas l'extraction, mais le raffinage. Il faut rappeler que les terres rares ne sont pas rares finalement, voilà. qu'il y en a un petit peu de partout. Le raffinage, c'est autre chose. Le raffinage, c'est compliqué, c'est surtout très polluant, et puis ça prend beaucoup de place, etc. Enfin bon, bref, les Chinois se sont positionnés dessus, ce qui est d'ailleurs très habile de leur part, et ils commencent à essayer d'en retirer les bénéfices. C'est entre 60 et 95% selon les matériaux. Alors, est-ce que, je dirais, c'est grave dans l'absolu, c'est grave à court terme? C'est pas un retard qui n'est pas rattrapable, mais c'est pas rattrapable dans les 5 ans. Oui. On peut rattraper, on peut se décider tous les pays qui aujourd'hui ne raffinent pas, se mettent au raffinage. Il faut des gros investissements dans une période budgétaire compliquée, sachant qu'on doit investir pour la décarbonation, qu'on doit investir pour l'IA, qu'on doit investir ceci, cela. C'est sûr que dans cette répartition du monde idéal, qui était la répartition de la mondialisation en fait, à partir du moment où la mondialisation n'est plus acceptée aujourd'hui telle qu'elle était, tout ce qui était idéal où chacun se partage les fonctions, ça fonctionne plus. C'est un avantage provisoire, mais c'est un avantage à double tétang. Je dirais que faut pas oublier que la Chine, elle a un problème, elle a un avantage, mais elle a un problème, c'est qu'elle est en surproduction massive. Complètement. Et donc, remettre une pièce dans la machine dans la guerre commerciale, in fine, c'est pas dans l'intérêt de la Chine. Donc, est-ce qu'on n'assiste pas simplement à une petite remontée de pression des deux côtés, comme on avait eu au début de l'année, pour essayer d'obtenir le meilleur accord possible? Je souhaite que ça ne soit que cela. En tout cas, dans la durée, la Chine n'a pas intérêt à se couper de ses débouchés en Occident, sinon son économie ne pourra plus vendre ce qu'elle produit. Est-ce que Trump peut rétropédaler? Oui. Là, je rappelle que 1er novembre, on passe à 130% de droits de douane sur les produits chinois. Non mais si ça fait mal aux États-Unis, et la façon dont on mesurera si ça fait mal aux États-Unis, c'est l'évolution des indices boursiers. Si ça fait mal aux États-Unis, le rétro-pédalage de Donald Trump est assuré. En fait, dans cette histoire, chacun joue le coup d'après, parce que jusqu'à maintenant, justement, ça n'a pas fait mal. En fait, quand on voit l'économie américaine, premier semestre, pas terrible, mais finalement, ils ont évité le pire. Oui. Le troisième trimestre pourrait être meilleur qu'attendu. Donc, ils se disent, finalement, on est assez habile, on y arrive. Et les Chinois se disent exactement la même chose. On a eu ce matin les chiffres d'exportation de septembre, commerce extérieur, dont exportation de septembre de la Chine, ils sont très bons. Certes, les États-Unis ne sont plus un marché, ou un marché qui se réduit, mais ailleurs dans le monde, ça va drôlement bien. Donc en fait, dans ce bras de fer, eh bien, chacun se dit qu'il est possible d'aller un peu plus loin. Alors après, celui qui va lâcher le premier risque d'être pris pour le perdant. Et en la matière, les États-Unis, qui sont quand même plus une économie de marché que la Chine, par l'intermédiation des bourses, eh bien, est capable de lâcher prise plus tôt parce que la sensibilité au mal va venir plus vite. La Chine, pays très centralisé, très contrôlé, il y aura des erreurs, Philippe en rappelait, mais en fait, ça va prendre plus de temps. La toile de fond, c'est que la Chine monte en puissance, les États-Unis ne veulent pas que sa situation première, hégémonique peut-être, soit remise en cause, et les Chinois se disent on a les moyens de le faire. Et là, il y a un petit jeu qui n'est pas sain du tout, mais comme on est dans un monde qui devient moins ouvert, eh bien ce petit jeu, il paraît acceptable, au moins par les uns et par les autres. Est-ce qu'on se dirige vers une rupture des relations États-Unis-Chine avec des droits de douane à 130%? Non, je pense pas. Je pense que, comme disait Philippe, on est dans un bras de fer, mais à la fin, les gens se mettront d'accord autour d'une table. Enfin, j'ai du mal à penser qu'on puisse avoir une vraie rupture. Ce qu'il y a, c'est que, quelque part, pour moi, c'est l'arroseur arrosé de la part des États-Unis. C'est-à-dire que la politique qu'ils ont menée jusqu'à présent, effectivement, y compris un certain nombre de formes d'extraterritorialité, là, les Chinois sont un peu en train de faire pareil en disant, attention, pour les licences d'exportation, maintenant, s'il y a
a, je crois que c'est 0,1% des composants, en tout cas, qui contiennent justement des produits d'origine chinoise, donc des terres rares, il faudra demander une licence d'exportation, alors notamment pour tout ce qui est militaire, sachant qu'en plus les terres rares entrent dans la composition de beaucoup de produits semi-conducteurs, des écrans, des ampoules basse consommation, etc. En plus, tous les produits dont on a aujourd'hui besoin. Donc, ils jouent leur atout et quelque part, on peut se dire, c'est la réponse vraiment du berger à la bergère. Donc, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, in fine, il y a quand même des formes d'interdépendance, on le sait, mondiale. Les chaînes de valeur sont quand même hyper fragmentées, avec vraiment des parties de la production qui sont disséminées partout sur le globe. Et de toute façon, on le voit, par exemple, quand on regarde la bataille sur les semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine, on voit bien que, il y a vraiment un bras de fer. Les États-Unis sont quand même dans une position plus favorable. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils soutiennent Taïwan. Il y a toute une rivalité géopolitique. Donc pour moi, c'est, chacun montre ses muscles et in fine, ils se mettront d'accord. Mais c'est vrai que ça me prouve quand même que pendant que nous, on réfléchit, je ne vais pas revenir sans arrêt là-dessus, mais à la réforme des retraites, les autres, ils sont quand même dans un jeu de concurrence et de compétition internationale. Donc peut-être qu'on devrait nous aussi se réveiller. CF, le rapport Draghi. Quoi. Oui, c'est pas l'Europe qui est en train de disparaître au milieu de tout ça. Non, mais je voudrais juste, pas d'ajout particulier en termes de compétences, si ce n'est d'ailleurs que c'est un personnage fascinant, Trump. Il est à la fois ce matin en train de célébrer ce que sont les fruits d'une paix dont il a été largement initiateur, et en même temps, au même moment, on assiste à la surenchère dans une guerre commerciale. Mais je voudrais juste faire une petite focale sur les théories qui ont inspiré ces grandes puissances. On voit à quel point la Chine a été capable de prendre des positions absolument stratégiques dans l'économie mondiale et dans l'interdépendance. Et je reste toujours extrêmement sceptique. Je suis un passionné d'entreprise, d'entrepreneur, et je pense que chacun a compris que c'était la ligne directive. Si j'ai choisi le terme d'entrepreneurialisme pour en parler et pas de libéralisme, c'est qu'on voit bien que la main invisible qui devait permettre à l'incarnation du pays libéral d'occuper les meilleures positions, eh bien, on voit bien combien la planification chinoise et la réflexion à très long terme sur les positions stratégiques ont permis à la Chine d'occuper une position. Alors vous allez me dire que c'est particulièrement le cas lorsqu'on a une population de 1,3 milliard d'habitants et que l'on a effacé les autres libertés. Mais cela dit, la planification chinoise a quand même sur la main invisible quelques avantages et quelques atouts dont on voit à quel point ils ont pris la primeur. Et pour compléter ce que dit Léonidas, je voudrais donner alors j'ai malheureusement plus la référence en tête, je sais que c'est une université australienne qui a publié il y a 2 ans une étude sur les brevets technologies clés pour l'avenir. Et que dans les technologies de pointe, il y avait une grande partie des les Chinois, sur une 50aine de technologies, sont les premiers déposeurs de brevets dans 37 sur 50. Voilà, donc la domination. L'Europe en arrière. Elle n'est pas que la France apparaît qu'une seule fois et en 5e position, et c'est pour le retraitement des déchets nucléaires. Et c'est pareil sur les publications. Moi, je regarde beaucoup. On travaille beaucoup avec mes co-auteurs sur la question des publications chinoises américaines. Alors, c'est vrai que ce qu'on montre, c'est que quand même la Chine est encore dépendante de la recherche internationale et notamment de la recherche américaine. Et quand il y avait eu la Trump Initiative, donc qui consistait en fait à priver quelque part, à frapper un peu d'un seau de soupçon les chercheurs chinois justement qui travaillaient avec des Américains, on avait vu que la recherche chinoise avait un peu de mal à s'en remettre justement, mais malgré tout, ils ont fait un bond considérable Ils ont fait un bond considérable. Les Américains sont 2e, et après on va trouver le Royaume-Uni, la Corée du Sud, un peu le Japon, un peu l'Allemagne. Mais il y a une domination très forte, et ça c'est l'avenir. Donc en fait, comme le disait Léonidas, il y a un plan Chine 2050 qui est de devenir la première puissance économique mondiale, à la fois en termes de PIB par habitant, et de PIB tout court probablement, même si la population va baisser, mais aussi de technologie. Et donc ce qu'on voit sur les terres rares aujourd'hui, ça n'est que le début. Donc là, comme le disait Céline, il est temps qu'on applique le rapport Draghi. Il y a 2 choses. Il y a une réunion du comité central du Parti communiste chinois à la fin du mois où on va éclairer les 5 prochaines années, et donc on va en savoir plus sur les ambitions chinoises. Et du côté américain, dans un des opus de Foreign Affairs des derniers mois, il y avait un article pour nous dire ô combien le modèle économique chinois avait des éléments intéressants qu'il faudrait reprendre. Et moi, je suis persuadé que l'administration Trump le sait et va s'employer à aller un peu dans cette direction. Bon,
Leonidas. Bon, non, mais effectivement, je trouve que la redistribution des cartes nous amène aussi à nous interroger. Je sais que vous avez l'intention de nous parler un tout petit peu des économistes et des Nobel, mais je trouve que le libéralisme est mis à rude épreuve et que nous assistons à la décorrélation entre la dynamique entrepreneuriale, l'innovation entrepreneuriale et les théorèmes libéraux. On voit que l'un peut exister sans l'autre et d'où l'importance quelque part de les décorréler. Et on voit bien que l'intervention de l'État peut être à certains moments extrêmement salutaire pour préserver la capacité à développer de l'innovation. Il est temps pour nous également de le faire parce que nous voyons nos industries, comment dirais-je, péricliter. D'ailleurs, c'est aussi un des grands enjeux de ce nouveau gouvernement. J'ai vu à quel point tous ceux qui portent le message de la réindustrialisation sont présents dans ce gouvernement. C'est un électrochoc qui passe un peu inaperçu au milieu de ce brouhaha de chaos, mais la réindustrialisation reste la grande priorité j'allais presque dire, de cette génération économique et la génération des nouveaux entrepreneurs. Il est temps que l'on sorte de ce chaos pour fixer le cap sur cette priorité. C'est une priorité vitale pour notre économie. En 5 secondes, Philippe. Mais le modèle chinois, c'est en fait un modèle, certes, il y a de la subvention massive de l'innovation, mais ensuite, c'est un modèle ultra-libéral. Absolument. Entrepreneurial et concurrentiel. Et très innovant, absolument. Bon, le modèle chinois pour la France. Peut-être prix Nobel d'économie. Voilà une belle commission et peut-être prix Nobel d'économie. On n'a pas le temps, on n'a pas eu le temps d'en parler malheureusement. Ce sera dans 48 minutes très précisément. Le Nobel d'économie à suivre sur BFM Business. En attendant, c'est tout pour investir avec Antoine Gaudry. Merci à mes experts du jour. Quant à moi, je vous retrouve demain 10h, 11h en direct. L'émission évidemment est disponible en replay et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée.